Bonjour à tous, merci d'être venus à ce talk, d'avoir lâché les petits fours pour parler de sécurité. Je ne sais pas trop si vous êtes au courant que c'est de la sécurité, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Alors on va parler de JWT, un peu plus en profondeur, histoire que vous compreniez bien l'intérêt, comment ça marche et ce pourquoi c'est fait. Alors, premier dilemme, c'est la prononciation. C'est décrit dans la RFC, c'est censé se prononcer JOT. Bon, moi je suis français et je l'ai appris JWT, donc ce sera JWT, désolé. Alors, tac. Ah, ça passe pas les slides. Si. Alors, à quoi ça sert? Avant de comprendre vraiment la technologie, comment elle fonctionne, on va essayer de regarder à quoi elle est censée servir. Elle sert uniquement à transférer une identité entre deux applications, entre deux parties. Donc, l'identité, c'est l'identité d'une personne qui a été authentifiée par un autre système, et éventuellement propager les rôles qui lui sont associés et quelques informations relatives à l'utilisateur. On va le voir, ça permet aussi de transférer des données sécurisées à travers un canal qui n'est pas sécurisé, pas très connu. Et étant donné qu'il y a une partie d'intégrité dans le message qui transite, on s'assure que l'identité que la personne a été authentifiée sur un système qu'on croit, et du coup on peut croire par rebond, on peut croire l'identité de cette personne sur une autre application. Mais, alors il y a eu pas mal de débats au début de JWT, comme quoi c'est une nouvelle technologie, un nouveau truc qui arrivait, un nouveau truc de sécurité et qui ne marchait pas. Principalement, c'est lié au fait que c'était utilisé pour la mauvaise chose. Il ne faut pas l'utiliser, ça ne remplace pas le cookie de session, et on ne fait pas du stockage de session dans les tokens JWT. Donc si vous ne faites pas ça et que vous respectez juste de transférer une identité entre deux applications, normalement ça marche, et ça marche bien. Pourquoi on peut l'utiliser? Qui l'utilise? Alors, là où moi je l'ai découvert la première fois, c'était les SPA, les Single Page Applications, qui font donc, tout ce qui est en React, Angular. On récupère une identité d'un serveur et on la transmet à une API REST. C'est aussi utilisé dans les MPA, donc on en fait moins, c'est les Multiple Page Applications, c'est tout ce qui était JSP, PHP et ASP. Et c'est moins connu, mais ça s'utilise aussi de plus en plus de serveur à serveur, dans tout ce qui est back-end, et notamment dans des ESB, des magnifiques outils comme ça, pour transférer des identités entre les serveurs. Si on prend un exemple, là, à gauche, on a un navigateur, le navigateur de l'utilisateur. Il va s'authentifier sur la brique du bas, une API REST qui va générer un premier token, qui va le renvoyer au navigateur. Le navigateur, il va pouvoir lire les informations qui sont dedans, modifier l'interface éventuellement, et propager ça vers d'autres API, d'autres serveurs qui pourront décoder le contenu et utiliser le contenu de ce token. Et donc, par propagation, bénéficier de l'identité de la personne qui a été authentifiée préalablement. Alors, au risque de vous décevoir, JWT, c'est rien d'autre qu'une enveloppe pour transférer de la donnée. C'est pas très sexy, je suis désolé. Globalement, si vous n'en avez jamais vu, ça ressemble à ça. Enfin, ça, c'est un exemple. C'est composé de 3 parties. Donc c'est du JSON, comme JWT, c'est JSON Web Token. Donc la première partie en bleu, c'est une partie technique, les headers techniques qui permettent de décrire comment sont sécurisées les données. La partie verte, c'est celle qui va nous intéresser le plus en termes de métier. C'est là où on va pouvoir mettre des informations sur l'utilisateur et propager ces informations. Et la partie rouge, c'est la partie sécurité qui signe les données. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, en fait, JWT, ça cache 2 grandes parties. Le JWS, le JSON Web Signature, c'est ce qu'on a vu, c'est celui qu'on a vu qui est en 3 parties. Et ça, c'est à utiliser uniquement sur un canal sécurisé, du type HTTPS. Les données transitent en clair, donc s'il y a une attaque man in the middle sur votre connexion, globalement, tout est récupérable. Et vous pouvez vous faire voler votre identité, au même titre qu'on peut vous voler un cookie, ce genre de choses. Donc c'est uniquement sur du HTTPS. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un certificat gratuit grâce à Let's Encrypt, par exemple, malgré tout, vous pouvez faire du JWE, le JSON Web Encryption, qui
En plus, c'est les mêmes principes, il y a le header, le payload et une vérification d'intégrité, mais il y a en plus un chiffrement pour que les données ne soient pas en clair sur le tuyau. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de la partie des headers, alors le petit acronyme c'est JOSE, donc JavaScript Object Signing and Encryption. Il y a un seul champ qui est obligatoire, c'est ALG, c'est l'algorithme qui est utilisé pour chiffrer ou signer les données. On va en revenir un peu après dessus. Et ensuite, il y a d'autres champs optionnels. Par exemple, il y a CRIT, c'est pour spécifier à l'application qui reçoit le token que dans le payload, il y a un certain nombre de critères qui sont critiques et qui doivent être vérifiés. Par exemple, la date d'expiration. Voilà, on peut renforcer, dire au client, attention, fais bien attention à ça. Le token il peut être valide intègre, mais il peut avoir une raison d'être expiré, par exemple. Et tous les autres headers en dessous, c'est des headers qui permettent à l'application cliente de savoir quel certificat, quelle clé a été utilisée pour signer le token. L'idée, c'est que le token, il fait transiter des informations, mais il faut vérifier son intégrité. Pour vérifier l'intégrité, on utilise un secret. On va le voir après. Et donc ces headers-là, ils permettent d'aider l'application à savoir quel secret a été utilisé. Le payload, donc il y a ce qu'on appelle les public claims, c'est des champs sur lesquels il y a un consensus, leur signification a un sens commun à toutes les applications. Donc, par exemple, c'est sub, pour le subject, c'est la personne qui est identifiée, donc son ID, son mail, ça c'est vous qui mettez ce que vous voulez. EXP, c'est la date, c'est un timestamp d'expiration. IAT, c'est la date à laquelle le token a été généré. ISS, c'est le serveur qui a généré le token. GTI, c'est... En gros, si on peut donner un UID à chaque token, garder une liste de ces UID côté serveur, et comme ça, on va éventuellement pouvoir faire de la répudiation par identifiant si on sait que tel ou tel token a été volé. En pratique, je pense que ça ne se fait pas trop. Et l'audience, c'est à qui était destiné le token. Alors, la partie un peu plus désagréable, c'est l'algorithme de signature, de chiffrement qui est utilisé. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, on choisit deux lettres, HS, RS et ES, et après une taille d'une clé. Ce qu'il faut retenir, c'est que HS 512, par exemple, c'est un chiffrement symétrique, donc c'est la même clé qui va servir à chiffrer et à déchiffrer. Donc il y a un vrai partage de secrets. Par contre, tout ce qui est RS et ES, ça se base sur des chiffrements à clé publique et privée, ce qui fait que vous pouvez être le seul à pouvoir à garder le secret, à générer des certificats, et par contre, tout le monde, grâce à la publique, peut vérifier que le document est intègre. Alors, l'encoding, je précise bien l'encoding, c'est le base64. C'est pas la sécurité du truc. Le base64, peut-être vous avez fait croire à votre grand frère que vous arriviez à pirater des trucs, mais le base64, c'est pas sécurisé. Petite parenthèse, c'est du base64 URL, c'est-à-dire que c'est pas les caractères alphanumériques et le plus et le moins, mais c'est les caractères alphanumériques et le moins le underscore, parce que le plus et le moins en HTTP, qui est principalement utilisé pour faire transporter les tokens, ça a déjà une signification, le plus et le moins. Donc comment on génère un token? Globalement, on va base64ifier les trois parties, donc c'est pour le JWS. Le header, le payload et la signature, on les base64ifie, on les concatène avec un point, et ça nous donne notre token. Pour JWE, c'est globalement la même chose, sauf qu'en plus, on rajoute une partie de la clé et le vecteur d'initialisation qui a servi à coder les données. Alors, c'est juste une enveloppe, donc il n'y a pas vraiment de règles pour gérer le transport des tokens JWT, mais il y a un consensus qui apparaît, c'est d'utiliser le header HTTP authorization, avec, on précise le token bearer, et après on pose le token ici. Il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est ce qui est actuellement le plus utilisé. Dans tous les cas, c'est très technique, c'est de la sécurité, donc n'essayez pas de le faire, de décrypter vous-même un token JWT, déjà c'est pas intéressant. Et en plus, voilà, si vous le faites mal, il y aura des failles de sécurité et ça va vous être reproché. Donc vous pouvez aller sur le site jwt.io, sur lequel il y a des librairies pour tous les langages, et vous allez pouvoir en trouver une à utiliser. Comme ça, vous n'aurez que la partie métier à gérer et pas la partie technique.
Une dernière question qui reste à lever, c'est le stockage des tokens JWT. Il y a deux grandes possibilités. Alors, si vous faites une application HTML5, vous bénéficiez de l'API Local Storage et Session Storage, qui sont manipulables en JavaScript. Donc, si vous faites une SPA, vous faites déjà énormément de JavaScript, c'est très pratique. Vous pouvez aller piocher dans les storage et ajouter le header HTTP à vos requêtes Ajax. Par contre, le problème, c'est que c'est du JavaScript et que du coup, vous êtes éventuellement soumis aux failles XSS d'injection de JavaScript qui pourraient récupérer le token et voler le token. Si on vole le token, globalement, on vole votre identité et on peut faire ce qu'on veut en votre nom. L'autre moyen, c'est de stocker dans des cookies. C'est ce qui va être utilisé dans tout ce qui est les multiple page applications, où à chaque fois qu'on charge une page, là on n'a pas le temps de rajouter un header, c'est le navigateur qui le fait pour nous, il passe le cookie, et du coup il passe le cookie qui contient le token JWT. Donc c'est côté serveur, on récupère le cookie, on extrait le token JWT, et là on travaille sur le token. Donc l'inconvénient, c'est que les cookies sont envoyés sur toutes les requêtes, donc également sur les requêtes des statiques, donc les JS, les CSS et les images. Donc c'est un inconvénient, parce que du coup ça rajoute du trafic quand même, un header qui est envoyé à chaque fois, qui est souvent inutile. Par contre, si vous voulez sécuriser vos médias et limiter l'accès à certains médias, c'est pratique, parce que du coup c'est le navigateur qui va automatiquement envoyer le token pour vous sur le média. Donc il n'y a que à traiter de l'autre côté. Voilà, c'est une balance à choisir. Et du coup, l'inconvénient, c'est que vous êtes, comme c'est des cookies, vous êtes éventuellement soumis aux failles CSRF, Cross-Site Request Forgery, qui fait que si vous cliquez sur un lien, automatiquement, le cookie sera envoyé parce que le navigateur, il l'envoie pour vous automatiquement. Donc voilà, c'est une balance à trouver. Et voilà, c'est pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Aïe. Ouais, alors l'idée c'est de manière générale, la sécurité, on essaye de faire des trucs qui n'ont pas des durées de vie très très longues. Je sais pas, là idéalement, s'il a une durée de vie de 30 minutes, ça peut être suffisant et rien ne t'empêche à chaque requête de régénérer un token JWT qui contiendrait éventuellement les nouvelles informations mises à jour, quoi. Et après, charge à l'application cliente de mettre à jour tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. J'ai tout fait avec JWT. On m'a forcé à travailler avec des gens qui faisaient du web, du coup je l'ai forcément fait avec des gens qui faisaient du web, et on m'a forcé à travailler avec un ESB qui se base là-dessus. Et moi je fais du Java et j'avais utilisé io.json token qui est référencé je crois sur jwt.io. Voilà, globalement elles gèrent toutes, elles ont tous à peu près le même niveau de finition et elles sont toutes testées et utilisées, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Oui. Alors, c'est le même chantier que comment révoquer un certificat TLS. En fait, le serveur, quand il va recevoir le token, il doit vérifier l'intégrité de ce token. Donc, ça commence par vérifier que la signature, elle matche bien le payload, qu'il n'y a personne qui est venu modifier les rôles qui étaient utilisés pour un bonhomme. Et là, c'est une application. Après, il y a un traitement métier qui est éventuellement de vérifier dans une blacklist, est-ce que c'est le token avec l'ID, le GTI là qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'avec cet ID-là, il est dans la liste qui est blacklistée? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on renvoie une 403 et on passe, quoi. Mais c'est un traitement métier à implémenter, quoi. Il n'y a pas de magie. C'est bon? Ah non.
Alors déjà, la durée de session, quelque part, c'est toi qui l'as définie par rapport à ton métier. Donc, tu peux mettre 1 semaine si c'est pas critique. Et après, enfin si, normalement, si tu as besoin de renew, il faut renew, ça coûte rien de régénérer un certificat, donc tu vas le régénérer à chaque fois. Par contre, effectivement, le dashboard, il doit à chaque fois récupérer le nouveau token et le stocker pour qu'il le réutilise de l'autre côté. Si tu fais du JavaScript, enfin une application en JS, c'est pas très compliqué de faire un intercepteur qui, sur toutes les requêtes Ajax rentrantes, récupère le token qui a été généré, le stocke quelque part et le repousse à la prochaine requête, la requête Ajax. J'ai même réussi à le faire. Comment? Oui, c'est ça, is renew, ouais. C'est vraiment une enveloppe, hein. Le token JWT, il y a aucune magie là-dedans. Donc effectivement, après, c'est le business qui va orienter la manière, les features que tu peux utiliser là-dedans, quoi. Oui. Hmm. Ouais, alors notamment celle que j'utilise, IO JSON token, là. Elle effectue un certain nombre de validations et les claims d'expiration automatiquement. Si elle considère que c'est expiré, elle jette une exception et tu peux pas aller plus loin, en fait. Ça fait partie des contrôles d'intégrité qui sont directement validés par la bibliothèque. En gros, pour les anciens, c'est l'équivalent, JWT, c'est un peu l'équivalent des SOAP headers de WS Security. J'étais sûr que ça parlerait plus que tout ce qui est JavaScript, ça vous perd un peu. Du coup, c'est l'équivalent du SOAP header qui permettait de transférer une identité, d'authentifier une requête à un serveur, quoi. Et là, c'est un peu le pendant pour les API REST qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Pas du tout. Désolé. C'est bon? C'est bon.